France Info. Cold Case, le combat des familles. C'était la fête qu'il ne fallait pas rater. Ce fut la dernière soirée de Stéphane Cameugne, disparu le soir du gala de son école des arts et métiers de Châlons-en-Champagne, le 7 décembre 2008. L'étudiant sera retrouvé 15 jours plus tard, la veille de Noël, dans le canal de la Marne. Stéphane a-t-il été tué par qui et pourquoi ? Face à l'inertie de la justice, son père, Samuel, se bat depuis 15 ans. 5e épisode, Stéphane Cameugne, l'étudiant oublié du campus. Un récit de Gaël Joly. Et l'actualité, c'est d'abord une nouvelle disparition d'un étudiant dans la Marne à Châlons-en-Champagne. Il s'agit de Stéphane, 24 ans. Il a disparu après la soirée de gala de l'École nationale supérieure des arts et métiers samedi soir. 4 jours déjà que Stéphane Cameugne a disparu. Sur les canaux de Châlons-en-Champagne, les plongeurs de la police et des pompiers se relaient pour continuer les recherches. Les nombreux cours d'eau de la ville sont passés au peigne fin pour tenter de retrouver le corps du disparu, sans résultat pour l'instant. Concernant Stéphane, maintenant, porté disparu depuis 10 jours, lui à Châlons, un juge d'instruction a par ailleurs été dédié à cette affaire. Le point sur l'enquête tout de suite. On était convaincus dès le départ que notre fils ne pouvait pas mourir autrement que d'être assassiné ou tué. Samuel Cameugne n'a jamais voulu croire à l'accident. Depuis la mort de son fils unique il y a 15 ans, la vie s'est figée dans la maison où il nous reçoit à Bagneux en banlieue parisienne. Fini les repas joyeux en famille, ne reste que les photos jaunies de Stéphane enfant au Cameroun posées sur la cheminée de la salle à manger. Donc de ce côté, on n'a eu aucun doute. Et je peux dire, les différents rapports d'autopsie n'ont fait que nous conforter dans cette hypothèse-là. Malheureusement, on avait en face une justice, pour moi, qui n'avait qu'un seul souci, c'est de fermer ce dossier-là. C'est 15 ans vraiment, non seulement de déception, de perte du temps, du blocage et voire même de séquestration du dossier de notre justice au niveau du tribunal de Reims, où nous avons toujours eu beaucoup de mal à rencontrer les différents juges d'instruction qui ont défilé sur ce dossier. La veille de la soirée à Châlons, Stéphane Cameugne y est passé chez ses parents. Ils sont très proches et il doit revenir déjeuner en famille le dimanche midi. Il est parti vendredi après-midi. Nous, on l'a laissé ici à la maison le vendredi après-midi. Il devait donc partir à Châlons. Et le soir, quand je suis revenu, je l'ai appelé pour savoir si son voyage s'était bien passé. Ça, c'était le 5 décembre 2008. Bon, et puis il m'a dit que le lendemain, il ne pensait pas avoir le temps de m'appeler et qu'il m'appellerait plutôt le dimanche. Il allait pour prendre son diplôme. À la suite de ça, il y avait donc la fête de gala. Il y avait une réunion de sa promotion qui était organisée toujours à l'INSAM. Bon, il a participé à tout cela. Alors le dimanche, bon, jusqu'à midi, nous ne le voyons pas venir, on a commencé à appeler. Il ne répondait pas. Et puis on pouvait joindre personne. L'administration de l'école étant fermée, c'est le lundi matin, d'ailleurs même ce jour-là, on a appelé, j'ai même appelé les pompiers pour savoir s'il y a eu quelque chose qui s'est passé à Châlons. Le père de Stéphane tente alors de joindre ses amis au téléphone. Ce soir-là, Stéphane a beaucoup bu. Un camarade raconte l'avoir amené dans la bibliothèque vers 2h30 du matin pour qu'il se repose. Une demi-heure plus tard, un vigile le voit sortir de l'école en titubant. C'est la dernière fois que Stéphane Cameugne sera aperçu vivant. Impossible ensuite de savoir ce qui s'est passé, poursuit maître Marine Alali. Elle est l'avocate de la famille Cameugne. On ne sait pas grand-chose de cette soirée et de la soirée de Stéphane Cameugne. C'est d'ailleurs un des grands points d'interrogation et sur lesquels on demande énormément de recherches. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est rendu à cette soirée en voiture, qu'il a passé plutôt une bonne soirée, qu'il a dansé, qu'il a vu des amis, il a bu de l'alcool et ensuite, les derniers témoins le voient repartir de cette soirée au milieu de la nuit. Et de là, il a disparu.
C'était un jeune homme sans histoire qui avait passé une bonne soirée et il meurt avec des coups dans le dos à la suite d'une soirée. Donc c'est vrai que je trouve que l'homicide saute aux yeux dans ce dossier, vraiment. Et finalement, quand on ne veut pas voir et qu'on détourne le regard, c'est toujours très compliqué de rattraper les choses et d'expliquer l'évidence en fait pour nous. Pour maître Marine Alali, il y a un autre point fondamental à ses yeux. C'était une des seules personnes noires ou la seule personne noire parmi le millier de personnes qu'il y avait à cette soirée. Je pense que c'est important d'appuyer sur le fait que c'était le seul noir de cette soirée parce que je pense que c'est vraiment le nœud du problème et si on ne le voit pas et si on ne fait pas face à ce problème, on ne sortira pas ce dossier. C'est-à-dire que le déchaînement de violence contre quelqu'un, c'est jamais anodin, encore une fois, quand c'est le seul noir de la soirée. Ça ne peut pas être anodin. Ça ne peut pas être non plus anodin pour expliquer le manque d'enquête sur ce dossier-là. Voilà, c'est des parents qui sont étrangers, qui vivent la moitié du temps pas en France, et on les écoute toujours moins que quelqu'un qui aurait peut-être plus les codes de Reims, plus un ancrage local, etc. Mais Stéphane Camogne était un être humain comme les autres et mérite d'avoir l'enquête que tout meurtre de cette nature induit dans notre société. On ne peut pas négliger les voies d'eau. Donc là, ce serait l'hypothèse d'une chute accidentelle. Pendant des semaines, les enquêteurs vont rester convaincus qu'il s'agit d'un accident. Écoutez la procureure de Reims à l'époque, Dominique Laurence. Compte tenu de son état, c'est vrai que ce que l'on craint, c'est qu'il ait été pris d'un malaise. Et que, étant à proximité de l'eau, de rivière ou du canal, ce malaise n'ait entraîné une noyade derrière. L'hypothèse d'un suicide a été écartée par ses proches. Le seul élément objectif qu'on puisse avoir au travers des témoignages, c'est que l'état de ce jeune homme, lorsqu'il est vu donc, dans les couloirs de l'ENSAM, et puis lorsqu'ensuite un homme lui ressemblant est vu à l'extérieur, c'est que c'est un jeune homme en état d'ébriété avancée. L'hypothèse d'un bizutage qui aurait mal tourné reste, elle aussi, hautement improbable. L'homicide écarté, les conclusions de l'autopsie nous ont été révélées. Le jeune homme était fortement alcoolisé au moment des faits. 1,80 g d'alcool par litre de sang. Selon l'enquête, il serait donc mort en tombant d'un pont sur une dalle. C'est seulement ensuite que son corps a été emporté par les eaux. C'est un dossier qui parle mal parce qu'il part d'une expertise d'un médecin légiste qui se trompe. On le sait aujourd'hui, l'expertise est erronée. C'est à la suite de cette expertise que tout le monde va rester un peu bloqué sur cette question de l'homicide involontaire. Et d'ailleurs, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est décédé de coups dans le dos, qui en fait ont écrasé sa cage thoracique, ont fait remonter le bol gastrique et il s'est étouffé avec ce bol gastrique. On sait aussi qu'on l'a retrouvé dans l'eau, mais qu'il n'est pas mort noyé. On sait aussi qu'il avait des déchirures du vêtement et des traces à l'arrière, là où on retrouve les coups. Et on sait aussi qu'il avait l'avant de la chemise totalement déchiré, ce qui peut faire penser à une lutte et qu'on arrache les vêtements, qu'on tient quelqu'un par le col. Ça, c'est les éléments objectifs du dossier. Le problème de cette obsession de déterminer exactement les causes de la mort, c'est que des fois, malheureusement, on ne peut pas savoir avec des éléments médico-légaux. Et ce qu'il faut regarder, c'est les éléments autour de ce médico-légal et les choses objectives pures. En fait, les choses sont prises à l'envers dans ce dossier. On ferme toutes les portes en qualifiant d'homicide involontaire, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Et il y a énormément d'éléments qui font penser qu'il y a eu l'intervention d'un tiers et d'un meurtre. On a peu de témoignages par rapport au nombre de gens dans la soirée, mais on a des premiers témoignages qui permettent de soulever un certain nombre de questions. Et notamment, effectivement, on a par exemple un témoin qui dit avoir vu des jeunes très alcoolisés avec la zatouille de l'ENSAM dans les mains. Alors la zatouille, c'est une très grande cuillère en bois qui est un symbole de cette école d'ingénieurs et qui chahutait et qui embêtait les gens. Voilà, par exemple, ça, c'est un témoignage qu'on a, mais on n'en fait rien derrière. On ne sait même pas si c'est forcément lié au dossier Camogne, mais ça montre qu'on a peu de témoignages d'étudiants et que les quelques témoignages d'étudiants qu'on a ne rebondissent pas sur des pistes et des investigations. Ce témoin dont parle Marine Alali, le père de Stéphane Camogne lui a parlé en personne au téléphone 1 an après la mort de son fils. Le distributeur de journaux me dit, ce matin-là, vers 4h du matin, il y avait des élèves qui avaient plein d'objets sur eux. Lui, il ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Et comme c'est quelqu'un qui vit là-bas, il a préféré arrêter sa distribution et faire demi-tour pour ne reprendre que plus tard.
était très surpris que les élèves n'aient rien dit, même pas dit ce qui s'était passé. Puisque que les élèves faisaient en main avec des objets contendants sortant d'une fête. Ça sortait d'où? Samuel Cameugne en est convaincu. À l'époque, selon lui, la direction de l'ENSAM a donné comme mot d'ordre aux étudiants de ne parler de cette affaire à personne. Donc, tout s'est passé comme si vraiment on les avait programmés. On avait dit à chacun, voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce qui m'a rendu dès le départ méfiant pour ce dossier. Donc, j'ai jamais eu confiance. Et vraiment de la volonté de vouloir trouver la vérité. Personne n'a jamais été inquiété. Personne. Le directeur du campus de Châlons-en-Champagne, Giovanni Radia, nous a répondu. Il assure de tout son soutien à la famille Cameugne. Moi, à partir de 2010, les sollicitations que nous avons eues de la famille, c'était surtout pour autoriser des marches silencieuses qui partaient de la cour d'honneur de l'école. Et on a toujours accepté. Moi, j'ai toujours autorisé ces marches silencieuses et transmis l'invitation aux élèves et au personnel. La famille n'a jamais demandé à me rencontrer moi. Nous avons à chaque fois, justement, diffusé l'information aux élèves qui n'avaient pas vécu cet événement, puisqu'ils étaient nouveaux, évidemment. Mais non, on n'a pas du tout cherché à les protéger ou à les mettre à l'abri de ce sujet. C'est un sujet qu'ils connaissent. Ils savent qu'il s'est passé quelque chose en 2008. Vous disiez aussi, il n'y a pas eu d'entrave à l'enquête? De ma part, aucune. Et pour ce qui est de mes prédécesseurs, je ne peux pas parler parce que j'étais pas là. Voilà. Nous avons eu plusieurs sollicitations. Tout d'abord, le commissaire chargé d'enquête qui souhaitait avoir des informations que nous lui avons fournies. Par exemple, il voulait connaître le nom de la société de gardiennage présente le soir du gala. C'est des informations que nous avons transmises. Et par la suite, nous avons eu d'autres sollicitations de différents enquêteurs d'ailleurs, jusqu'à la police de Nanterre qui est venue passer un gala complet à l'école en 2015 et à qui nous avons également fourni un certain nombre d'informations, des trombinoscopes de diverses promotions de l'école par exemple. C'est une affaire pour laquelle les personnels, les étudiants sont concernés, se sentent concernés. Nous comprenons bien sûr la douleur de la famille et leur volonté de connaître la vérité. C'est quelque chose qui est dramatique pour tout établissement. On n'est pas là pour ça, on est là pour accompagner les jeunes, les former, leur permettre d'avoir une belle vie professionnelle. Ce dont ont besoin les parents de Stéphane Cameugne, ce sont de certitudes. Le parquet de Châlons vient donc d'ouvrir une information judiciaire. Une deuxième autopsie va être pratiquée pour vérifier s'il n'a pas été victime de violence. Le jeune Chalonnais aurait été percuté par un véhicule avant de mourir. Une information judiciaire pour homicide involontaire est ouverte. On est à Châlons-en-Champagne et on est dans une soirée de l'ENSAM, donc les Arts et Métiers, qui est une des plus grandes écoles d'ingénieurs en France, qui sort des très grands ingénieurs tous les ans dans toute la France. Toute la région est très fière d'avoir cette école en son sein, qui n'est pas à Paris et qui est dans la région de Reims. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une école qui a une culture du secret et une culture de corps, vraiment. C'est-à-dire que chaque élève est lié entre eux de la même génération, ils sont même liés entre eux par lignée, puisqu'ils s'appellent père, frère et même famille. C'est-à-dire que chaque étudiant, quand il arrive à l'ENSAM, on lui attribue une lignée, une famille, qu'il doit respecter et dans laquelle il s'inscrit, et ce qui aide notamment à trouver du travail et à avoir un réseau. Et la direction de cette école a toujours eu des rôles dans les dossiers. On l'a entendu parce que c'est une école qui a été vraiment maltraitante vis-à-vis de certains élèves et où le bizutage est dénoncé quand même depuis des dizaines d'années. Et on sait que ces bizutages étaient d'autant plus forts que les personnes étaient noires ou d'origine étrangère. Ça, c'est aussi une certitude et quelque chose qui ressort dans cette école. On fait le lien forcément avec le meurtre de... Je vais dire le meurtre parce que moi, j'arrive pas à en parler autrement. Le meurtre de Stéphane Cameugne parce que, encore une fois, c'était voire le seul mort de cette soirée et c'est lui qu'on retrouve mort dans l'eau avec des coups dans le dos. On ne peut pas totalement exclure que le déchaînement violent n'a pas pu être commencé ou débuté du fait de cette différence. Et si l'avocate de la famille s'interroge, c'est parce que 5 ans plus tard, une autre affaire résonne. En juin 2013, un élève de l'ENSAM âgé de 22 ans meurt après une soirée sur le campus de Châlons-en-Champagne, violemment frappé par un étudiant extérieur à l'école. Sur l'événement de 2013, il y a eu 3 enquêtes au moins. Une enquête de police, une enquête par l'inspection générale de l'éducation nationale et puis une enquête interne
Et les conclusions de ces 3 enquêtes ont été finalement que la réglementation a été respectée, que l'école a bien encadré toute l'opération et chaque enquête a permis des avancées, en particulier l'enquête de police a permis d'identifier l'agresseur, de le juger et puis de prononcer une peine qu'il a dû purger. Ce que je peux dire aujourd'hui, et depuis 14 ans que je suis à la direction, c'est que je n'ai jamais été confronté à des signalements de comportements, de faits de racisme à l'école. Moi, je ne peux pas laisser dire que l'école est maltraitante, que les élèves y sont torturés, c'est très grave. Les élèves sont attachés à une tradition ancienne aux arts et métiers, dans laquelle il règne la fraternité. Cette tradition, elle n'est pas déconnectée de notre époque et elle évolue avec la société. Et en particulier, au niveau de la sécurisation et de l'accompagnement de la vie étudiante, c'est un sujet qui a toujours préoccupé l'école. L'école s'en est toujours saisie et elle a mis en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir encadrer tous ces événements festifs et traditionnels que vivent les étudiants sur l'établissement. 1 an après la disparition du jeune diplômé, c'est l'hypothèse du meurtre qui est évoquée. D'après une nouvelle expertise légale, ce jeune homme de 24 ans aurait pu mourir sous les coups, frappé avec une arme contondante comme une barre de fer ou une batte de baseball. Une 3e expertise, pratiquée cette fois-ci sur dossier, évoque aujourd'hui la piste de l'agression. 3 expertises, 3 hypothèses. Devant la complexité croissante de l'affaire, le pôle de l'instruction de Reims a été saisi. C'est désormais 2 magistrats qui vont poursuivre cette enquête ouverte pour homicide involontaire. Il y a eu un long combat tout au long de ces années pour que le dossier ne soit pas fermé et pour avoir des enquêteurs dans le dossier. Premièrement, parce qu'à ce jour, il n'y a toujours pas d'enquêteurs dans le dossier, et des actes d'investigation. Donc on a multiplié les demandes d'actes tout le temps. Parmi ces nombreuses demandes, il y a les auditions de témoins, des recherches ADN sur les vêtements de Stéphane ou encore une reconstitution du déroulé de la soirée. Mais les juges d'instruction défilent et le dossier prend la poussière au fond d'un placard. Il a dérangé dès le début, fondamentalement, il a dérangé. Il a dérangé l'école, il a dérangé dans la région parce que on veut garder cette école et ne pas la déranger non plus. Il a dérangé les enquêteurs, il a dérangé les juges d'instruction et également le parquet, puisque toutes les décisions, notamment d'ouvrir sur un homicide involontaire, c'est la décision du parquet avant tout. Et ensuite, la décision de jamais redresser le tir, c'est encore la décision des parquetiers successifs. Jusqu'en 2016, on a enfin eu cette requalification du dossier avec l'ajout de la mention meurtre. Donc l'enquête aujourd'hui est ouverte également pour le meurtre. Mais ça ne suffit toujours pas à déclencher une vraie enquête. Et pourtant, de nombreuses pistes restent encore à explorer dans ce dossier, notamment l'analyse de l'intérieur de la voiture de Stéphane Cameugne, toujours sous scellé, mais qui n'a jamais été passée au peigne fin par les enquêteurs. Je vais vous donner un exemple qui montre l'absence d'enquête dans ce dossier. Il y a le gardien de ce lieu qui nous dit il n'y avait plus de véhicules sur le parking de la soirée quand j'ai fait ma ronde le dimanche. Puis finalement, quelques jours après, on retrouve le véhicule de Stéphane Cameugne sur ce parking et il dit non, je suis sûr, il maintient, je suis certain que le véhicule n'était pas présent sur le parking lors de ma ronde, ce qui sous-entend que le véhicule de Stéphane Cameugne a été déplacé après sa mort. Donc forcément, vu les circonstances de sa mort, on se demande mais comment, par qui, pourquoi, dans quel but ? Et on demande depuis 15 ans l'analyse de cette voiture. Dans cette voiture, il y avait des objets, il y avait des vêtements. Et l'analyse de ces vêtements n'a jamais été faite, l'analyse de cette voiture n'a jamais été faite. Et on ne sait pas, est-ce qu'on peut retrouver des traces de sang ? On pourrait croire que le corps a été déplacé dans cette voiture parce qu'il y a un peu une notion de déplacement de corps dans ce dossier, vu qu'il meurt d'une manière et après il est jeté dans l'eau. Et vu, encore une fois, Stéphane Cameugne faisait 1m90 et 100 kg, donc il n'est pas facile à déplacer. Donc ça peut même penser que peut-être qu'ils étaient plusieurs pour le déplacer. Et est-ce qu'on l'a mis dans le coffre d'une voiture ? Ça, c'est parfaitement envisageable. Est-ce qu'on n'aurait pas mis dans le coffre de sa propre voiture ? On peut aussi se poser cette question vu qu'elle a été déplacée. L'intégralité de ces questions, on n'a aucune réponse. La voiture n'a jamais été analysée, elle a été perdue d'ailleurs pendant très longtemps. On l'a retrouvée, mais elle n'est toujours pas à ce jour analysée. Sachant qu'en plus dans cette voiture, le siège était avancé, c'est ça ? Ah oui, on voit que le siège avant ne peut pas correspondre à quelqu'un qui conduit en faisant 1m90 au niveau de la distance. Vous imaginez par exemple la voiture que Stéphane utilisait pour aller à la fête à Châlons, jusqu'à aujourd'hui reste aux mains de la justice. Et que dire du téléphone de Stéphane Cameugne retrouvé dans sa poche ? Curieusement, l'iPhone est resté allumé jusqu'à 8h30 du matin avant de s'éteindre brutalement, alors que Stéphane disparaît bien plus tôt,
vers 3h30. Il se passe 5h30 où le téléphone continue d'émettre et de fonctionner. Ce qui est très long. S'il avait été tué tout de suite et jeté dans l'eau immédiatement, je pense pas que le téléphone aurait pu rester allumé pendant 5 heures. Et cette durée de temps est importante parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 heures ? Et le téléphone, il est où et on en a fait quoi ? Alors le téléphone, on a voulu le rendre à la famille et c'est sur nos instructions que Samuel Cameun, le papa et la maman ont refusé de récupérer le téléphone. Et il est sous scellé ? Il est sous scellé toujours, ouais. Les parents de Stéphane Cameun attendent toujours la vérité sur la mort de leur fils. Pour cela, ils demandent à ce que le dossier soit transféré au pôle qui traite les cold cases, ces crimes non élucidés. Mais le parquet de Reims s'y oppose et ne veut pas se dessaisir de cette affaire. L'économie générale du dossier ne correspond pas au cadre fixé pour envisager un tel transfert. L'an dernier, nouveau coup dur pour la famille Cameun. Le pôle Cold Case de Nanterre a refusé de prendre en charge le dossier, faute d'éléments suffisants pour caractériser le meurtre. On perd pas espoir sur un transfert parce que on leur a dit que sur ce dossier on les lâcherait pas parce qu'on est convaincu que sa place c'est d'être au pôle Cold Case, qu'il y a un dossier qui pourrait être résolu, que c'est un dossier sur lequel il y a plein de pistes d'investigation à refaire vite, en utilisant des techniques notamment génétiques que le pôle sait utiliser. Au téléphone, le tout nouveau procureur de Reims, François Schneider, nous assure que les investigations se poursuivent avec, récemment, une nouvelle recherche ADN sur les chaussettes de Stéphane, un mince espoir pour la famille qui se bat depuis 15 ans. Ce dossier n'a jamais évolué en dehors des différentes demandes que nous avons demandées à travers notre avocat, que ce soit des autopsies, c'est nous qui les avons toujours demandées. Ce n'est pas une initiative de la justice pour tout ça. Donc, ce qui veut dire, nous, on n'a aucun espoir que le dossier reste là. C'est pas, si on a passé plus de 14 ans sans traiter le dossier, c'est pas après 14 ans qu'on va le faire. Même ce qui a été fait, c'était plus que du bluff, ou parce que vraiment on était contraint peut-être de faire ça, pour faire semblant. Sinon, j'aimerais qu'on m'explique. C'est comme ça tous les dossiers. Parce que j'aurais même souhaité qu'au départ, qu'on dise non, pour votre dossier, on ne peut rien faire pour vous. Là, j'aurais compris. Parce que je me pose la question, ça veut dire que la justice, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas droit à la même justice. Et faut-il passer un concours pour avoir droit à cette justice ou pas? C'est quelqu'un qui était vraiment disponible, très convivial, utile. Bon, je dis que vraiment, pour moi, j'ai perdu ce que j'avais de plus cher. Parce que c'est un enfant avec qui on n'a jamais eu le moindre problème. On n'a jamais eu le moindre problème. Je dis que c'est un enfant à qui on pouvait se confier. Je peux dire que vraiment, non seulement ce combat de notre vie, je peux dire pratiquement c'est notre seule raison de vivre. C'est devenu notre seule raison de vivre. Bientôt, comme il le fait 2 fois par an, Samuel Cameun fera le voyage au Cameroun, se recueillir sur la tombe de son fils dans le village familial, avec en tête toujours cette même promesse, trouver enfin son meurtrier. Dans nos dossiers qui sont quand même particulièrement violents, c'est un des dossiers qui a souffert de la plus grosse injustice. Vraiment, ça c'est certain. Ce dossier-là, c'est certain. Vous ne vous résignerez jamais? Non, sauf vraiment si on quitte ce monde, tant que nos moyens nous permettront, on continue à se battre pour réclamer la vérité. C'était Cold Case, le combat des familles, un podcast original France Info. 5e épisode, Stéphane Cameun, l'étudiant oublié du campus, un récit de Gaël Joly. Réalisation Vanessa Nadjar, prise de son Gaël Joly, coordination Pauline Pénanec, mixage Raphaël Rasson, archives Pierre Pinault.